2 médecins révoqués dans le Loir-et-Cher, notamment le chef des urgences du centre hospitalier de Vendôme. Décision de l'agence régionale de santé. Les 2 praticiens étaient au cœur d'une procédure disciplinaire lancée après la plainte de plusieurs femmes pour des violences sexuelles. Des faits parfois étalés sur plusieurs années. Les 2 hommes contestent les faits qui leur sont reprochés. Il veut passer du maillot à l'écharpe tricolore. L'ancien rugbyman Serge Blanco annonce sa candidature à la mairie de Biarritz, ville dans laquelle il a été un joueur emblématique. Serge Blanco fera face à la maire sortante Maïder Arostegui. C'est la première fois qu'il se lance en politique. Il sera sans étiquette. Le roi Merlin, victime d'une cyberattaque. Les données personnelles de centaines de milliers de clients sont dans la nature. Nom, prénom, numéro de téléphone et adresse. En revanche, l'enseigne de bricolage assure que les données bancaires et les mots de passe ne sont pas concernés. Les clients visés ont été informés. Le roi Merlin a prévu de déposer plainte. Et puis, les handballeuses françaises attaquent le tour principal du mondial. Elles affronteront l'Autriche tout à l'heure à 18h. Des Bleus en confiance après avoir remporté leurs 3 rencontres du tour préliminaire. Elles retrouveront ensuite l'Argentine samedi, puis les Pays-Bas lundi. C'est la fin de cette édition. Excellente journée. Merci Jean-Paul Delperrier, et ces résultats, vous les retrouvez sur sudradio.fr. Tout de suite, nous retrouvons Jean-Paul Delperrier pour le résultat des courses. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Voici l'arrivée du quintet du jour couru à Vincennes. Il fallait jouer là, c'est Rozola, devant le 8 Cobra Kellerga, 2 Greco Bello, 12 Global Dubieu et 11 9 Point Class. As 8, 2, 12 et 11 pour la bonne combinaison. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio dans la bonne humeur, parce qu'en effet nous sommes début décembre. Il paraît que c'est la période de l'année la plus déprimante pour différentes raisons. D'abord parce que ce manque de luminosité provoque bien des déprimes. On sait d'ailleurs que la luminothérapie fonctionne pour certaines personnes. Peut-être qu'on en parlera d'ailleurs. Et puis, il y a l'approche des fêtes de Noël et il paraît que pour un Français sur 3, c'est la période la plus stressante de l'année. Samuel Doc est avec nous durant ces 2 heures. Il pourra vous aider à dépasser ce pic de déprime parce que franchement, je ne crois pas que le Black Friday soit vraiment une solution parce qu'on sait très bien que les achats compulsifs ne remplaceront jamais le manque de liens affectifs. Et puis moi, je pose une question. Est-ce que le sexe est un antidépresseur ? On sait bien, par exemple, que dans les périodes de guerre, eh bien, les gens ont tendance à chercher dans le sexe de quoi se sentir vivant. Et c'est vrai qu'il faut bien le reconnaître, un moment d'intimité, ça nous donne quand même chaud au cœur. En tout cas, si vous vous sentez pas très bien en ce moment, eh ben, pourquoi pas venir partager votre anxiété avec Samuel Doc et nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS, vous envoyez Brigitte au 7 20 18 avec votre message ou éventuellement votre nom et votre téléphone si vous avez envie qu'on vous contacte. Samuel Doc, merci de passer ces 2 heures avec nous. Je sais que vous êtes très pris. Et alors tout de suite, nous avons eu une auditrice qui s'est plainte parce qu'elle n'arrivait pas à avoir un rendez-vous. Donc vous n'êtes pas sur Doctolib parce que vous n'êtes pas médecin. Hein, vous avez beaucoup de titres. Hein, vous êtes docteur en psychopathologie, mais ça ne veut pas dire médecin. Vous êtes également psychanalyste. Et on peut de toute façon aller vous consulter. Je sais que certaines personnes qui nous écoutent sont devenues vos patients. Pour ça, il faut aller sur votre site. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai que même en tant que psychologue, je pourrais avoir un accès Doctolib, mais le problème, c'est que moi, je travaille en général avec un nombre restreint de patients que j'accompagne de A à Z, et c'est vrai que c'est pour ça que je peux pas en fait recevoir toutes les demandes. Déjà, j'en ai beaucoup avec mon site. Donc oui, j'avais vu ce petit message de l'auditrice et qu'elle n'hésite pas à m'écrire par mon site web. Et d'ailleurs, je suis très content qu'on parle aujourd'hui des troubles anxieux et des troubles dépressifs, puisque c'est vraiment, je pense, ma meilleure expertise. C'est vraiment le domaine dans lequel je me sens le plus à l'aise pour accompagner les autres. Voilà. Absolument. D'ailleurs, vous avez fait un joli petit livre sur la santé psychique. Alors, c'est vrai, hein, c'est une période de l'année très très critique pour beaucoup de gens. Oui, tout à fait. Alors vous avez évoqué une thématique importante, c'est l'aspect saisonnier. C'est-à-dire que là, on rentre dans une période où il y aura moins de lumière. Donc la rétine, je donne cette petite parenthèse physiologique pour nos auditeurs, va envoyer moins de signaux au cerveau. Donc ça va faire baisser la sérotonine et ça va donner un aspect comme ça dépressif, voire révéler certaines dépressions. Parce que ça, il faut pouvoir le dire, et je crois qu'on va en parler avec nos auditeurs aujourd'hui.
on ne fait pas de dépression saisonnière, c'est-à-dire que la saison ne va pas expliquer une dépression. Par contre, elle va la révéler. Et souvent, ça peut servir d'amorce pour qu'on puisse capter qu'il y a une problématique dépressive sous-jacente. Il y a des gens qui s'effondrent littéralement au moment de l'entrée dans l'hiver ou pendant l'hiver parce qu'il y a des difficultés anciennes qui, voilà, sur le plan physique, vont s'incarner à partir du moment où il y aura moins de sérotonine, à partir du moment où il y aura moins de lumière. Mais rassurez-vous, chers auditeurs, aujourd'hui j'ai préparé tout un tas d'idées pour vous aider justement à faire face à cet hiver. Et Brigitte, j'aime beaucoup que vous ayez parlé du Black Friday aussi, puisque là j'y suis très sensible. C'est vrai que notre société, on a vraiment l'impression que ce sont des objets, que ce sont des achats qui vont nous permettre de solder, de sécuriser quelque chose d'une fêlure intérieure, mais pas du tout. Vous avez pas remarqué, Samuel Doc, on est dans une société de consommation. Absolument. Et comme si il fallait, alors qu'on sait très bien que les gens ont déjà du mal à finir leur fin de mois, et en plus on les encourage sans cesse à acheter. Non, on peut vivre vraiment bien d'amour et d'eau fraîche, quoi. Absolument. Rappelons-le. Et puis c'est surtout qu'on est des êtres de manque et qu'aucun objet ne peut se substituer au langage. Beaucoup de personnes, notamment que je reçois en consultation, vont essayer parfois, vous voyez, d'être dans des actes ou dans des achats ou dans une consommation pour solder et liquider des problématiques psychiques. C'est le langage qui nous permet de composer avec notre manque. Bien sûr. Si vous perdez quelqu'un, si vous vivez un deuil ou autre, vous aurez beau acheter tout ce que vous voulez, ça ne comblera pas cette absence, ça ne comblera pas ce manque, alors que le fait d'en parler, ça va le rendre plus supportable, plus métabolisable. Je pense que, moi j'avais pas pensé à ça avant l'émission, vous voyez le lien que vous faites entre ce Black Friday, cette espèce d'injonction à consommer, à combler tous ces manques. Et d'ailleurs, les gens tombent dedans, hein, de toute façon. On sait très bien que les achats compulsifs traduisent souvent une sensation de vide qui n'a pas été élaborée par la personne. Hein, donc oui, bien sûr. Et c'est un cercle infernal, puisque moi je pense à une de mes patientes qui est prisonnière d'achats compulsifs. Ça va générer en elle une culpabilité d'acheter, et cette culpabilité, elle va la soulager en achetant d'autres choses. Et c'est ainsi qu'on est piégé. Oui, et puis après, il y a le stress du banquier qui appelle parce que on est à découvert. Enfin, c'est vraiment un très très mauvais cercle vicieux. Voilà. Alors que un peu d'échange avec des amis, prendre un peu le temps de se parler, ça fera du bien. Vous donnez une piste essentielle, Brigitte. C'est une piste essentielle. La question du lien social, lorsqu'on veut parler de la mélancolie, lorsqu'on veut parler de la dépression, c'est fondamental. Trouver cette chaleur, cette contenance, cette connivence, ça soigne. Le lien à l'autre, on va reparler de la sexualité, le lien à l'autre nous soigne. Et même le toucher déjà, sans aller jusqu'à l'acte sexuel. Mais on sait très bien que de pouvoir se toucher, on le sait sur des personnes qui sont par exemple malades à l'hôpital, s'il y a plus personne qui s'occupe d'eux, ils vont guérir moins vite que ceux qui ont encore des proches qui viennent les voir et qui sont là. Donc, Absolument. Il y a une école canadienne qui s'appelle Humanitude qui travaille avec des personnes cérébrolésées. On voit bien que le toucher, même chez des personnes qui ont Alzheimer, qui ne reconnaissent plus leurs proches, compte et va induire certain nombre de réactions qui sont extrêmement intéressantes. Mais cette chaleur humaine, quand on vit un état de deuil intérieur, ça peut sauver. Alors il ne s'agit pas de brusquer la personne qui souffre de dépression. Il faut y aller tout doucement et respecter qu'elle puisse avoir envie de s'isoler, mais parfois tendre la main, le toucher, une parole, tout ça, ça va permettre de reconstituer un véritable étayage et peut-être orienter par la suite vers du soin. Et puis le rapport à la nature ou aux animaux qui sont parfois moins intrusifs que l'être humain. Oui. C'est aussi quelque chose une piste qu'on peut donner. Un immense soulagement, on peut vraiment y trouver un soulagement, surtout, et là c'est intéressant ce que vous dites, pourquoi ? Parce que vous avez évoqué les lampes de luminothérapie, mais juste la lumière naturelle, juste 20 minutes de marche, je sais que ça peut être beaucoup quand on est pris dans des vies surchargées, juste 20 minutes, prendre un tout petit peu la lumière naturelle, même le matin, ça compte, même s'il fait gris, même s'il y a des nuages. Là déjà au niveau de l'apport sérotoninergique, ce serait intéressant. Donc nature, pourquoi ne pas faire effectivement une petite marche dehors avec de la vraie lumière, 10, 20 minutes, ça peut être la différence entre la mélancolie et pas de mélancolie. Et puis je profite de votre présence, Samuel Doc, puisque vous êtes un peu un spécialiste de l'anxiété, de la déprime, de la dépression. J'avais entendu dire il y a quelques années que lorsqu'on n'a jamais eu de déprime ni de moments de dépression après 45 ans, c'est que de toute façon on n'est pas sujet à ça. Vous confirmez ? C'est possible en tout cas. C'est possible parce que les états thymiques, en règle générale, avant 25 ans, vous avez déjà eu votre premier épisode dépressif ou anxieux. Donc effectivement, c'est possible. Donc ça donne pas mal d'espoir. Ça donne de l'espoir, ça c'est vrai. Et puis on a tous nos manières de nous effondrer, soyons clairs. Bien
Bien sûr, et puis ça dépend de ce qu'on traverse. Évidemment, on traverse pas tous les mêmes épreuves et les mêmes traumas, hein, bien sûr. Et on sait aussi que parfois on va tenir parce qu'il nous est arrivé une épreuve, une deuxième on tient, une troisième on tient, puis la quatrième on s'écroule. Hein. On n'est pas des surhommes non plus. Hein. Oui, et puis c'est un ensemble de micro-traumatismes s'additionnent et créent un véritable traumatisme si on suit la théorie de Freud. Mais là, c'est vrai que c'est une émission importante. Et puis vous avez d'ailleurs aussi rappelé que les fêtes approchaient, c'est aussi malheureusement l'occasion pour certaines personnes de se rendre compte à quel point elles sont seules, à quel point elles ne sont pas accompagnées. Les fêtes, ce n'est pas de la joie pour tout le monde. Pour certaines personnes, c'est une vraie souffrance. Ça aussi, ça compte. Donc, je trouve que vous avez fait une introduction qui liste bien les causes de cette déprime saisonnière, et j'espère que les auditeurs pourront nous donner des témoignages intéressants. On verra. En tout cas, pour l'instant, c'est Hélène qui prendra la parole dans un instant parce qu'elle est d'accord. Le sexe est un bon antidépresseur et elle a une preuve. Vous allez voir, elle va nous raconter sa preuve. Chouette. Sud Radio, 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Samuel Doc est avec nous et nous évoquons la déprime saisonnière. Hein. C'est comme ça que vous l'appelez ? Absolument, on parle de dépression saisonnière, même si c'est un abus de langage, parce que comme je l'ai expliqué, la dépression, c'est une problématique qui en général s'inscrit dans l'histoire de l'individu, et que la dépression, au sens saisonnier, en fait, c'est parce que ça révèle quelque chose. C'est de voir les feuilles voir les feuilles qui tombent des arbres, ça y est. Ah, ça c'est sûr. On déprime. Hélène, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel, bonjour merci de me recevoir sur l'antenne. Vous êtes très convaincant et votre introduction a tellement dit tout ce que je voulais dire que je ne sais plus quoi vous dire. Si, vous allez nous raconter votre petit secret, parce que si on calcule 9 mois, hein, si j'ai bien compris, hein, vous avez mis en route vos 2 enfants pendant la période de déprime. Oui, c'est une déprime joyeuse quand même. Mais vous savez, la sexualité, ça booste la dopamine, ça booste l'ocytocine, et on a prouvé que ces 2 hormones réduisaient le stress. Hein. Et ça remonte l'humeur. Oui. Donc c'est physiologiquement, vous avez totalement raison. Scientifiquement, vous avez raison. Oui, c'est comme l'été. L'été, ça donne beaucoup d'enfants 9 mois après qui naissent au mois de mars ou au mois d'avril, parce que quand on est en vacances, on oublie tout. Oui, voilà. et puis c'est ça. Et on se rapproche l'un de l'autre. Et bon, pour les adultes, en cette période de fête de Noël, c'est quand ils sont en couple, ils font l'amour parce qu'ils existent l'un pour l'autre. Ah, c'est une jolie formule que vous nous offrez là, Hélène. Vous êtes un peu pour poète. Les ados, oui, oh là là, je suis romantique. Ah je l'entends, c'est très beau ça, exister l'un pour l'autre. Mais voilà, et les fêtes de Noël, font que c'est un moment de joie et de partage. Enfin, voilà. Après, pour vous, hein, mais je crois, j'ai regardé l'enquête pour préparer l'émission. C'est 1 Français sur 3 qui déprime énormément pendant les fêtes. Hein. Chute de la baisse de la lumière, tout ce qu'on évoquait. Oui, voilà. C'est-à-dire que en fait, la période là, nous sommes pas encore en hiver parce que c'est le 23. Nous sommes en automne, mais il fait nuit c'est le 22, hein, le solstice d'hiver. Ou le 22, pardon. C'est l'automne qui arrive le 23. Oui. C'est vrai. Vous voyez, il faudrait peut-être rester à l'heure naturelle déjà pour qu'il y ait moins de différence en très peu de temps. Par rapport à l'heure. Oui, mais en même temps, il ferait nuit plus tard si on était avec. Non, je crois. Non, mais on serait naturel. Oui, je veux dire, oui. Non, mais Hélène, on aurait le même nombre d'heures de nuit, hein, de toute façon, même si on était avec le système naturel. Ça a été fait pour économiser de l'énergie, hein, ce changement d'horaire à l'époque. Oui, ça nous épuise en fait. On économise de l'énergie, mais pas la même. Je sais pas. Ça c'est un débat qui a ses pour et ses contre. Hein. Moi, j'ai pas d'avis. Hein. J'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez, Samuel ? Je sais pas, mais vraiment, j'insiste auprès de nos auditeurs, et Hélène, je pense que vous l'entendez tout à fait. J'insiste. Avant d'acheter des lampes de luminothérapie, sortez le matin 20-30 minutes, même quand il fait moche. Ça va envoyer des signaux lumineux à votre cerveau, ça va permettre de produire de la sérotonine, et ça va limiter un petit peu cet apport de mélatonine, l'hormone du sommeil, qui a justement quand il y a moins de luminosité. Ça peut aider vraiment. Donc
complètement raccord. Oui. Vous voyez, Alors, sortez. Vous savez, ça me fait sourire parce que ça fait 2 fois que vous insistez et vous avez raison, Samuel. Mais moi, ça me fait sourire, ça me fait penser aux oiseaux qu'on a parfois chez soi. Moi, j'ai pas d'oiseaux en cage, mais et qu'il faut mettre un drap ou une couverture sur la cage pour qu'on les entende plus chanter. Et à tel point que l'oiseau est vraiment sensible à la lumière. C'est-à-dire que si vous vivez à la campagne, vous verrez que les oiseaux ne se mettent à piailler qu'à partir du moment où le jour se lève. Je suis très content d'entendre ça parce que je pense que cette métaphore réelle. Et on les entend plus dès que la nuit tombe. Ah oui, ça aidera nos auditeurs à se souvenir de ça, à se souvenir qu'il faut absolument essayer de sortir, de préserver son rythme circadien jour-nuit, et que malheureusement, et là Hélène, vous avez raison, on a tendance à se décaler pour de mauvaises raisons lorsque les saisons changent. Je me permets cette allusion. Alors justement, parlons du petit oiseau, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je vois qu'Hélène m'a saisi, si je puis dire. Est-ce que justement la lumière est bonne pour la libido ? Ah, très très bonne, bien sûr. Parce que c'est ça l'intérêt. Bien sûr, puisqu'elle soutient là encore la sérotonine, et que la sérotonine, c'est vraiment cette hormone qui va permettre l'élan vital. Alors, ne nous y méprenons pas, ne considérons pas que le sexe est un antidépresseur à proprement parler. Non. Vous l'avez dit à de nombreuses reprises lors de nos émissions sur la dépression, lorsqu'on est vraiment trop meurtri dans son moi, on ne peut pas s'engager dans un acte sexuel parce qu'on n'a plus la force, on n'a parfois même plus la force de se laver les dents, de se faire à manger. Alors un acte sexuel, de se lever, on parle de dépression anaclytique, donc non. Mais par contre, ça peut être un petit coup de pouce, notamment dans les troubles anxieux, et bien sûr qu'une certaine hygiène de vie, avec une certaine alimentation, avec un peu de sport, avec une exposition à la lumière, bien sûr que ça soutient à la libido. Nous sommes une unité psychosomatique. Les deux comptent. Le corps compte, la vie psychique compte. Alors Hélène, vous aviez oui, pardon, allez-y, je vous en prie. Allez-y. Oui, puis tout dépend aussi si dans le couple quelqu'un est en dépression. Donc vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Oui. C'est des personnes seules. Moi, je suis à la retraite aujourd'hui. Voilà, je suis à la retraite et on ne vit pas pareil parce qu'on n'est pas obligé de se lever le matin quand il fait nuit, de rentrer le soir quand il fait nuit aussi. Vous voyez, on a des rapports à la société qui sont différents. La saison de la période de Noël, si vous êtes grands-parents, vous avez des petits-enfants, les enfants qui vous retiennent. Après, la dépression, c'est sûr que si on voit arriver cette période-là, on est stressé parce que soit on a des bons revenus et tout va bien, on a des revenus moyens, c'est bien, mais c'est un peu plus, on calcule un peu plus. Et puis quand on n'a pas d'argent et qu'on est dans la pauvreté ou dans la difficulté, il faut trouver des astuces, il faut revenir au naturel, faire des choses soi-même en cadeau. Vous voyez, vous avez l'air, Hélène, d'être assez positive. Je pense pas que vous soyez quelqu'un de très très déprimé. Non, disons que je comprends que en fait il faut se battre. Il faut se battre et c'est vrai que si on est seul, c'est très difficile. C'est très très difficile et il faut que les personnes sortent, comme vous dites, il faut sortir la journée, il faut essayer de rencontrer du monde. C'est là où c'est complexe parce que quand on est un peu seul, du coup on est un peu isolé et le lien social diminue encore plus et c'est vrai que la période de la retraite c'est une période qu'il faut préparer parce qu'on peut en effet tout d'un coup on ne va plus travailler et on peut se retrouver on peut tout d'un coup se trouver très très isolé, ce qui semble pas être votre cas. On entend bien que vous préparez les fêtes avec vos petits-enfants et que ça a l'air d'être assez chouette. Oui, ça me stresse parce que parce que vous voulez être parfaite. Les moyens qu'il faut, voilà. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est décoration de Noël, voilà. Il faut pas penser aux moyens. Il faut penser à ce que vous allez pouvoir échanger justement à ces moments. Le cœur, voilà. Oui, il faut penser avec le cœur. Vraiment, je vous assure. Et puis, Hélène, vous avez dit une chose. Ça, je vous remercie parce que j'y avais même pas pensé, mais vous avez raison de rappeler que les inégalités sociales pèsent aussi dans nos lectures des différents troubles psychiques. Et que évidemment que quand c'est plus difficile sur le plan matériel, bien sûr que c'est aussi plus dur sur le plan psychique. Cela étant, et là je rejoins vraiment ce qu'essaie de vous signifier Brigitte,
c'est que j'entends que vous avez un grand cœur. Et finalement, on s'en fiche que ce soit pas du caviar ou que sais-je. Ce qui compte, c'est notre lien aux autres, c'est les petits gestes. Moi, vous savez, vous connaissez un peu mon histoire, parce que je crois que vous êtes une auditrice de l'émission. J'ai une mère qui a eu de grosses difficultés durant l'enfance. Après le divorce de mes parents, ça a été aussi très compliqué. Elle a toujours fait avec des petits moyens, de belles choses, en faisant elle-même un gâteau, vous voyez, pas avec des grands moyens, mais en y mettant tout son cœur. Et moi, je préfère une personne qui n'a pas de grands moyens, mais qui y met tout son cœur, qu'une personne qui a de grands moyens, mais qui n'y met pas d'âme. Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Je suis sûr que vous êtes d'accord. Ah, voilà. Et juste une petite précision, c'est qu'aujourd'hui, c'est la Sainte Barbe, et il faut planter le blé de la Sainte Barbe pour que ça porte bonheur. Ah, je ne connaissais pas. Voilà. Écoutez, je ne savais pas. On en apprend. Et moi, ça me fait plaisir parce que ça prouve bien que vous êtes en relation avec la nature, Hélène. Ah. Donc vous avez, la nature, vous avez toutes les qualités pour aller bien. Je vous remercie. Je voudrais insuffler un peu cet optimisme qui garde en moi encore, parce que la société est très difficile en ce moment. Oui. Voilà. Donc merci de redonner du bon cœur aux personnes. Gardez le cœur ouvert. C'est la seule chose qui peut nous sauver. Merci. Et c'est ce que vous faites. Merci beaucoup, Hélène. Merci. On va faire une petite pause et on va parler dans le Love Conseil de quelque chose qui va certainement vous passionner, Samuel. On va parler de l'amour, de l'attachement et de la possession. C'est intéressant tout ça. Eh bien, vous allez mieux comprendre dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Les Chevaliers du Film, le Love Conseil. Alors Samuel Doc, l'amour, l'attachement, la possession, c'est pas tout à fait pareil. Et c'est vrai que l'amour, c'est un sentiment très complexe et qui prend de nombreuses couleurs. Et j'aime bien cette nuance qu'on trouve dans la philosophie bouddhiste. Je suis pas très bouddhiste, mais quand même, je trouve qu'il y a des choses tout à fait intéressantes. Et elle sépare l'amour de l'attachement. Et c'est assez simple à comprendre. L'amour, c'est tout ce que nous apporte de joie dans une relation. Du plaisir bien sûr, mais aussi de la sérénité. On a moins peur lorsqu'on est en couple dans une relation affective qui va bien. On a moins peur en règle générale. Enfin bref, ça apporte de la plénitude et puis aussi de la sécurité quand on est en couple, et ça nous permet de mieux vivre notre travail, nos passions, de mieux vivre tout court, et peut-être d'être moins déprimé justement. Tandis que dans l'attachement, il va se créer une forme de dépendance. On croit aimer l'autre, mais en fait, on a besoin de lui. Et comme on a besoin de lui, vient souvent des sentiments de jalousie, voire de possession, si cet autre, tout d'un coup, s'intéresse à quelqu'un d'autre. Et il peut même y avoir de la colère, comme si ce qu'il va donner comme attention à l'autre, c'est quelque chose qu'il ne nous donne pas. Il nous prendrait en quelque sorte quelque chose. Et évidemment, dans l'amour attachement, il y a souvent aussi la peur de perdre l'autre à un point qui est excessif. Et donc, c'est vraiment important parce qu'on se sent jamais assez aimé. Notre amour propre l'emporte parfois sur l'amour. Bref, c'est vraiment pas ce qu'on pourrait appeler l'amour au sens bouddhique du terme. Donc voilà, je vous invite à méditer un petit peu sur la couleur de votre amour. Ah, c'est très bien dit. Et puis j'aime bien vous taquiner avec ça, Brigitte. Mais encore une fois, je vous sens tellement proche de la psychanalyse. Pourquoi ? Parce que finalement, notre manière de nous lier à l'autre, ça parle du rapport que nous avons avec notre vie intime à nous, avec notre identité. Quand vous parlez de cette possession, vous décrivez bien en fait l'insécurité qui va conduire à essayer d'atteindre une forme d'appropriation de l'autre. Et je trouve ça très juste. Plus on est apaisé et plus on sait respecter en fait l'intégrité et le fait que finalement il y a du manque dans toute relation humaine, là encore. Et d'ailleurs, on le voit bien lorsqu'il y a un problème de jalousie, d'infidélité, qu'elle soit virtuelle ou pas. D'ailleurs, comment certaines personnes sont totalement déstabilisées parce que justement, ils ont un petit peu de mal avec leur estime d'eux-mêmes et ils se sentent totalement détruits. Exactement, très bien dit. Ouais. Alors, j'ai été au pied du sapin de Noël de Sud Radio. J'ai pris mon petit paquet et je vais voir ce que j'ai le plaisir de vous offrir aujourd'hui. Je vais vous offrir un pack de 3 jouets. Ah bah dis donc, on augmente, il y en avait 2 juste depuis lundi. Là, on est à 3 jouets et c'est donc des accessoires Lelo. Vous allez retrouver un gel de massage érotique, des préservatifs et des décoquins. Voilà, si vous avez envie de recevoir ce pack Lelo, vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18.
Et bien, on va écouter. Alors, comment on dit ? On dit Maï, Mimi. Comment je vous appelle Bonjour, Mimi. Bonjour. Bonjour Mimi. Merci de prendre la parole sur Sud Radio. Je vous laisse nous raconter ce que vous traversez, parce que je crois que ça vous fera du bien qu'on en parle ensemble déjà. Merci. Effectivement, j'ai perdu mon conjoint il y a plus de 3 ans. Oui. Il s'est suicidé. C'est très, très compliqué. Oh là là. Et vous savez pourquoi il s'est suicidé ? C'était quelqu'un de déprimé, justement, en dépression. Fait, oui. En dépression. Oui. Avec plusieurs allers-retours, rechutes, etc. Aller-retour en psychiatrie. Aller-retour en psychiatrie. Je me permets. Oui. Et dans le déni aussi. De son état. De son état. Oui. Et vous étiez ensemble depuis longtemps ? Oui, 12 ans. 12 ou 2 ? Oui, 12. 12 ans, oui, donc vous... Oui. Et là, depuis son départ, qu'est-ce que vous ressentez ? Vous êtes vous-même actuellement en dépression ou... Depuis septembre, je pense que oui. À la rentrée, ça a été... je me sens moins bien qu'avant. Pourquoi spécifiquement à votre avis ? Pourquoi spécifiquement à votre avis depuis là, alors que ça fait plusieurs années qu'il est mort ? Parce que je me suis mise en difficulté en souhaitant reprendre une vie active. Oui, ok. Et parce que vous étiez en arrêt de travail là depuis, c'est ça ? Oui, plutôt en stand-by. Et en septembre, vous avez décidé d'essayer de retravailler et ça vous a totalement recréer du lien. Bien sûr, la difficulté du travail me replonge aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais dans une tristesse. Je pense beaucoup, je rumine beaucoup. Je vais m'autoriser une interprétation, mais je vous préviens, elle est archi sauvage, archi spontanée. Ça se trouve, elle a aucune valeur. Et vous aurez totalement le droit de dire, écoutez, Dr Dog, votre interprétation, hein, poète. Mais est-ce qu'il est possible, écoutez bien, que là, le fait de reprendre une activité, vous avez dit, ça me remet dans la vie. Est-ce que ça peut générer un sentiment de culpabilité, justement, on appelle ça le complexe du survivant, parce que vous êtes vivante, alors que lui, non. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de culpabilité ? Tiens, je n'ai pas le droit de reprendre ma vie, je n'ai pas le droit de sortir du deuil, je n'ai pas le droit d'être heureuse parce que lui est mort, parce que lui sait donner la mort. Dites-moi. Je n'en fais pas l'analyse. Est-ce que vous avez le sentiment, pour aller dans le sens de ce que dit Samuel, est-ce que vous avez le sentiment que d'une certaine manière, en essayant de reprendre la vie active, vous abandonnez cette vie que vous avez eue avec lui tant que vous étiez chez vous, si je puis dire, vous étiez dans le deuil de sa perte, et donc vous étiez encore relié à lui, et que là quelque part c'est une façon de lâcher le lien. Je ne me dis pas ça, je l'analyse pas. Mais est-ce que ça vous dit, c'est fort. Hein. Est-ce que ça vous parle, ça, ce qu'on vous dit ? Est-ce que ça vous paraît juste ? Est-ce que ça peut vous paraître juste ? Vous savez pas, hein, vous savez. Vous êtes vraiment pas bien, Mimi. Je crois qu'il faut vraiment aller voir un médecin et prendre des médicaments. Vous avez eu des médicaments depuis ou pas ? J'en ai eu, j'ai arrêté. Et là, je pense que c'est prévu. Ah. Bon, parce que ça, je pense qu'il faut pas hésiter. Hein. C'est les médicaments, à un moment donné, sont utiles. Ce qui vous empêche pas aussi, peut-être, d'aller parler à quelqu'un comme Samuel. Enfin, pas forcément Samuel, mais en tout cas quelqu'un. Mais vous voyez, parce que là, on entend bien que vous perdez le goût de vivre, quoi. Je pense qu'il y a effectivement, ça n'est plus là. Mais je suis là pour mes enfants.
Oui, mais on peut pas vivre pour ses enfants, on peut vivre pour soi. Je pense que ce que vient de vous dire Brigitte Lahaye est extrêmement important et il faut le savoir, hein, dans la plupart des dépressions, on a besoin d'un traitement parce que le déficit sérotoninergique, dont on a parlé durant le début de l'émission, est trop bas. Oui, j'ai bien entendu. Voilà, donc c'est pour ça que parfois c'est un petit... il faut pas un tabou là-dessus. Vous voyez, parfois il y a des gens qui craignent une dépendance, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de tabou, là vous avez besoin d'aide. Ça s'est très bien passé. C'est le père de vos enfants ? Oui. Des deux, sur les trois. Des deux sur les trois, d'accord. Moi, je vous donne un petit... en fait. Il y a eu trois deuils en 3 ans. Pourquoi 3 ? Mon père, mon ex-conjoint et mon conjoint. Ah oui, ça fait un peu beaucoup. Beaucoup de morts. Alors moi, ce que je vous conseille, vous allez regarder vos 3 enfants et dans chaque enfant, vous allez voir ces deux conjoints qui sont décédés. Ils sont là dans vos enfants. Oui, c'est ça. Et ça, il faut que tous les soirs, avant de vous endormir, déjà, dites-vous ça. Ça va vous donner un peu de chaleur dans votre cœur, hein, même si, bien sûr, ils sont pas à côté de vous, mais ils sont dans vos enfants. Ça, c'est important que vous puissiez le conscientiser. Oui, oui, hein, ça c'est vraiment important. Ensuite, vous allez vous faire aider par des médicaments et je pense que vous avez besoin de parler à quelqu'un qui va pouvoir vous écouter et vous comprendre parce que, à mon avis, autour de vous, vous n'avez pas des gens qui comprennent vraiment parce que ça fait 3 ans qu'il est parti, il était dépressif, tout ça. C'était très compliqué, de toute façon, cette relation, donc il y a ça aussi. Oui, donc les gens ont un peu tendance peut-être à penser que finalement vous êtes libéré et que c'est pas... Ce qui n'est pas faux quelque part. Oui, mais c'est pas ça que vous avez besoin d'entendre en ce moment. En ce moment, vous avez besoin d'entendre que vous allez mal et qu'on vous comprend. Oui. Et ça, c'est le travail d'un thérapeute. C'est pas les gens que vous croisez, parce que les gens que vous croisez, oui, ils ont tendance à avoir envie de vous dire, écoute, ça va, t'es libéré, t'as la vie devant toi. Oui, mais vous voyez, je suis coupée. Vous parlez de sentiments, de sexualité, de ça. Bon, moi, je suis complètement coupée de tout ça. Ah bah bien sûr. Quelque chose que ça, je peux même pas envisager. C'est droit de moi. Mais c'est normal. Vous êtes en dépression, je crois. Enfin, peut-être pas comme était votre ex, mais vous avez besoin pour l'instant. C'est une maladie, la dépression. Vous êtes malade là pour l'instant, donc vous avez besoin d'abord de guérir, et ensuite peut-être vous retrouverez un peu de libido. C'est très juste ce que dit Brigitte, et vous savez, souvent quand une personne souffre de dépression, les croyances populaires, on imagine des personnes qui ont des discours catastrophistes sur leur état. Pas du tout. On entend l'effet dépressogène dans votre propos parce que vous avez du mal justement à nommer les choses, et cette espèce de difficulté à nommer, qu'on peut appeler parfois alexithymie, voilà, c'est le terme, ça c'est quelque chose qui est très propre à la dépression. La difficulté de nommer. Alexithymie, on appelle ça. La difficulté à nommer alexithymie. La difficulté à nommer ce qui nous fait souffrir, la difficulté à nommer ses émotions, nommer le symptôme, absolument. Et j'en profite justement pour aider nos auditeurs. Il faut vraiment différencier 2 termes. C'est les termes de dépression et de mélancolie. Dans la dépression, vous perdez quelque chose dans le monde, une relation, un projet, il y a quelque chose qui s'effondre. Tandis que dans la mélancolie, c'est beaucoup plus ravageur, on perd quelque chose à l'intérieur de soi. Et on a vraiment un vécu endeuillé, un vécu mortifère qui va nous laminer de l'intérieur, et c'est très difficile. Alors bien sûr que les deux dialoguent, et que perdre quelque chose à l'extérieur de soi, ça peut induire une perte intime, interne, extrêmement douloureuse et tenace. Mais tout de même, il faut pouvoir questionner ça. Est-ce que ce que j'ai perdu, est-ce que ce vécu de deuil sans deuil, parce que voilà, même si vous c'est avec un deuil véritable, mais c'est pas toujours le cas, est-ce qu'il concerne quelque chose à l'intérieur de moi ou à l'extérieur de moi? Et ça, c'est un point que je trouve très important. Là, dans ce que vous dites, il y a à la fois de la dépression et à la fois de la mélancolie. Il y a les deux. Oui, c'est la première fois que je trouve que c'est profond, oui. C'est profond. Oui. Ouais. Écoutez, Mimi, vraiment, écoutez-nous, réécoutez-nous peut-être même, et faites tout ce qu'on vous a conseillé, parce que vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous là, tout de suite. C'est urgent. D'accord ? Je vous remercie pour vos conseils. Merci à vous pour votre courage et votre confiance, Mimi. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. De même. On fait une petite pause et on continue dans un instant avec Raphaël, qui est d'accord que c'est une période assez compliquée, et il prend la parole dans un instant.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue avec Samuel Doc à évoquer la déprime d'hiver, pour trouver un terme un peu populaire qui parlera à tout le monde. Et on a Raphaël, je crois que vous êtes tout à fait d'accord avec Samuel Doc, hein. Raphaël, bonjour. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le docteur. Ah, bonjour Raphaël. Bonjour. C'est assez difficile pour vous aussi, cette période ? Disons que le temps, la physionomie des jours un peu plus court, c'est je trouve moins chaleureux, et avec le froid et tout, je trouve que c'est un peu plus triste, je trouve, la façon de faire. Quel âge avez-vous, Raphaël ? 40. Mmh. Bon, ça va, pour l'instant, vous êtes encore en plein été. Vous, à 40 ans, c'est l'été, hein. Vous allez l'automne qui va bientôt arriver. On a le même âge, Raphaël. Mais vous avez le temps, l'hiver est encore loin. Oui. Donc, et comment vous abordez ces fêtes qui arrivent, Raphaël ? Dans la joie ou dans la mauvaise humeur ? Je n'ai pas spécialement plus de joie que ça, quoi, pour les fêtes. Oui. Quel est votre programme pour ces fêtes ? Nous, on a de la famille qui vient à la maison, comme tous les ans, mais c'est pas un événement, quoi, parce qu'ils viennent assez régulièrement. Assez souvent, ouais. Ah, oui. La chrétienne, par exemple. Ah oui. Et même d'ailleurs, c'est parfois un problème, moi, que je rencontre beaucoup avec les patients, c'est que parfois on voit la famille, parce qu'on est obligé, parce que c'est la tradition, parce que voilà, il y a un enjeu social, alors qu'en réalité, on n'a pas du tout envie, on va à contre-courant de notre désir, et c'est pour ça qu'on se déprime aussi. Alors c'est peut-être pas votre cas parce qu'ils viennent souvent, mais par contre c'est quand même vous qui devez tout organiser les repas de fête, donc ça c'est quand même du stress, quoi qu'on en dise, enfin en tout cas du boulot. Après voilà, nous on s'entend et tout le monde amène un petit peu ah d'accord. À la maison, comme ça, ouais, c'est plus pratique pour tout le monde. Oui, non mais c'est bien, ça veut dire que vous savez faire participer tout le monde. Vous avez au moins ce sens de l'organisation. C'est quand même un budget, donc on peut pas faire aussi n'importe quoi, on peut pas s'étouffer pour une fête de l'année, donc tout le monde participe un petit peu à sa façon, et puis on passe un très bon Noël. Hein. Alors, est-ce que vous avez appelé pour avoir peut-être des conseils de Samuel pour arriver à passer ce cap un peu mieux que les années précédentes ? Oui, si quelques conseils à me donner pour que ça soit un peu plus joyeux, oui. Quoi. Enfin, c'est pas que c'est malheureux, mais... Mais là, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie. J'ai l'impression que cette année, vous auriez eu envie que ce soit un peu différent. Je me trompe ? Vous auriez aimé d'un changement, non ? Ouais. Oui, ça se sent très très fort dans votre propos. Partir un petit peu à la mer que en famille, que nous 5, et puis... voilà, bah ouais. Ça serait agréable aussi, hein, ça change un petit peu de la routine de tous les ans, quoi. Totalement d'accord avec vous, Raphaël, absolument d'accord, et parfois on culpabilise. Moi je vois, cette année, j'en vois un peu valdinguer tout ce qui est familial, etc., et je m'offre des vacances, voilà, et on culpabilise, et on se dit, mince alors, je sors de la tradition, je refuse les invitations familiales, et je me fais plaisir, mais peut-être que ça mériterait que là, vous vous autorisiez à aller faire ces vacances à la mer, à 5. Mais disons que c'est un peu tard là. Oui, là, c'est un peu trop tard. Un petit peu tard. Mais l'année prochaine. Mais pourquoi pas vous organiser pour que vous puissiez faire ce petit séjour à la mer avant ou juste après les fêtes. Vous voyez, à un moment donné, vous pouvez programmer ça en même. Vous voyez, ne pas faire de la peine à votre famille, parce que si c'est tout le temps comme ça, c'est toujours compliqué de changer un rituel familial. Mais rien ne vous empêche, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Ouais. Après, l'inconvénient, c'est que moi et ma femme, on travaille beaucoup. C'est les 2 derniers mois de l'année sont assez poussés au niveau du travail. Plus on est dans le milieu associatif, donc on n'a pas le temps de prendre un peu de temps pour quoi que ce soit. Oui, mais vous voyez ça. Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'entends bien. Hein, je sais ce que c'est aussi de beaucoup travailler. Il n'y a pas de souci, mais on peut quand même s'accorder un tout petit peu de temps. Samuel, vous parliez tout à l'heure d'aller se promener 10 minutes. Vous voyez, essayez quand même dans ce temps où vous êtes un petit peu toujours sur la brèche, de vous accorder peut-être avec votre épouse, puisque vous avez une épouse, si j'ai bien entendu, avec qui vous êtes encore. Accordez-vous un petit moment de paix et profitez-en pour, je sais pas, vous faire un massage, faire un petit moment précieux. Peut-être pas tous les 3 jours, mais au moins un tout petit peu dans ces moments où vous êtes un peu justement un peu surbooké.
une petite parenthèse. Et je vous assure, ça, d'abord, le fait de savoir que vous aurez cette petite parenthèse, par exemple dans 3 jours, ça vous permet de mieux vivre les 3 jours de surbooké. Et puis ensuite, c'est pas grand-chose, mais ça apporte de la dopamine, enfin des choses, des hormones qui sont bénéfiques pour notre bien-être et notre santé. C'est possible, ça? Ouais, ça va être... Dans l'immédiat, on a que le dimanche après-midi où on se retrouve un petit peu tous les deux. Mais sinon, le reste de la semaine, c'est super tendu. Oui, j'entends bien que c'est super tendu, mais ça peut être un tout petit peu tendu. Enfin, des 10 minutes, c'est pas grand-chose, vous savez. Oui, non, je te fais, hein. Mais ça va vous faire vraiment du bien, c'est-à-dire que ça va vous offrir une marge dans laquelle vous allez pouvoir vous reconstituer un petit peu sur le plan physique, sur le plan psychique, et retrouver un calme général qui repermette les émotions, la pensée. Voilà, et de manière générale, on ne peut pas vivre tout le temps en tension autour des autres. Donc là, je pense que le conseil est on ne peut plus pertinent. Oui. Vraiment, autorisez-vous ça, autorisez-vous à lâcher. C'est terrible parce que je trouve quand même aussi que cette gestion du temps, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, on se laisse toujours. J'aime bien cette histoire de dossier. C'est comme si les dossiers professionnels, les dossiers pour les enfants, les dossiers pour je ne sais quoi d'autre, sont toujours plus importants que son dossier personnel. Oui, parce on veut peut-être pas perdre les choses qui nous font travailler ou quoi que ce soit. Peut-être une histoire comme ça, je sais pas. Oui, mais enfin franchement, sur une semaine, qu'est-ce que c'est que 10 minutes? Ah, mais c'est rien, c'est la vie, oui, c'est vrai. Hein. Oui, c'est surtout que la vie est tellement courte que si vous vivez cramponné, carapassonné sur votre travail, vous allez le regretter plus tard. Là, il y a trop. Là, Brigitte vous met un petit peu en garde, c'est-à-dire qu'il y a trop d'énergie psychique qui passe du côté de la contrainte et pas assez du côté de votre moi. Et voilà, on ne peut pas vivre la vie des autres à leur place. La seule vie que vous pouvez vivre, Raphaël, c'est la vôtre et elle a une valeur. Donc autorisez-vous ça, autorisez-vous à retrouver votre souffle, sinon vous allez finir en épuisement professionnel en plus. Là, vous vous aidez à mieux travailler, vous vous aidez à retrouver de la disponibilité physique et psychique, comme je l'ai dit plus tôt. Offrez-vous ça, offrez-vous cet oxygène. Vous voyez, je vais vous donner un exemple, Raphaël, que je connais autour de moi. J'ai des personnes qui sont aussi qui travaillent beaucoup, etc. Eh bien, je pense notamment à quelqu'un qui se réveille 10 minutes plus tôt le matin que ce qu'elle a besoin, pour avoir 10 minutes le matin pour se faire des petits mouvements de relaxation, etc., etc. Alors après, chacun choisit ce qu'il a envie de s'offrir pour lui dans ces 10 minutes, vous voyez. Mais c'est vraiment dans cet esprit-là que je vous dis. J'entends bien que vous êtes débordé. Je comprends tout à fait. Et c'est vrai que par moment, ça doit être épuisant. Et j'entends bien votre désir d'aller peut-être au bord de la mer simplement en famille, tranquillement, pour justement pouvoir souffler. Mais ce besoin que vous avez exprimé et qu'on comprend tout à fait, eh bien c'est ce besoin qu'il faut peut-être arriver à voir comment vous pouvez le nourrir tous les jours, ou peut-être au moins commencer au moins par une fois par semaine. Ouais. C'est ça, et Raphaël, je vous assure, je me reconnais beaucoup dans votre témoignage parce que moi-même je suis un grand bosseur, je travaille énormément entre les livres, les patients, les médias et j'en passe, et parfois il faut que j'arrive à me dire stop Samuel, stop, là tu n'aides plus personne. Il faut que tu puisses réussir à te mettre un stop pour retrouver du temps pour toi, et tu n'en seras que meilleur dans ce que tu fais en dehors. Raphaël, appliquez-vous ce que je m'applique à moi-même. Fixez une limite, parce que si vous vous fixez pas de limite à vous-même, vous pourrez pas fixer de limite aux autres. Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Hein. C'est tout à fait ça. Merci en tout cas, parce que je pense que vous n'êtes pas le seul dans cette période de l'année. Il y a en effet, il y a des gens qui travaillent plus. C'est parfois la période des fêtes, les moments où on a le plus à travailler. Mais, oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a une perte de sens aussi, Raphaël. Au bout du compte, on se dit mais finalement pourquoi est-ce que je me lève, pourquoi est-ce que je travaille quand c'est que le labeur qui prend le dessus, cette vie n'a plus de sens. Donc ça, je le comprends vraiment. Je comprends ce que vous traversez.
Bon courage en tout cas, et bonne fin d'année, Raphaël. On va faire une petite pause. On va revenir bien sûr sur la dépression, sur la nostalgie, la mélancolie, toutes ces ressentis, tous ces sentiments qu'on ne sait pas toujours très bien définir, et c'est pourtant tellement important parce que si on ne les définit pas bien, on peut se laisser envahir et ne pas s'en sortir. Et puis je vous propose une petite devinette. Ça, je crois que aucun homme pourrait la donner, cette devinette. Heureusement, je suis une femme. Pourquoi 10 ans après le mariage, on peut comparer une épouse à un aspirateur de mauvaise qualité? Je vous laisse le temps de trouver la réponse. Demain, 8 ans jour pour jour après la mort du chanteur, Rock'n'Roll Attitude ressortira dans une nouvelle version. Voilà pour l'info, excellente journée. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous retrouvons Samuel Doc pour continuer cette deuxième heure pour aider les gens à passer ce cap de la déprime d'hiver, d'automne et d'hiver. On sait que c'est un moment toujours difficile. On parlait justement de ces 4 hormones qu'on dit du bonheur, mais bon, vous avez parlé de la sérotonine, la dopamine, l'ocytocine et les endorphines. Et des endorphines. Et tout ça, on voit bien, si on marche, si on a la chance d'avoir des amis, si on rit, tout ça nous nourrit. Sinon, on peut être en effet particulièrement déprimé. Et alors, je vais vous faire rire, figurez-vous, que pour fabriquer la sérotonine, il faut un acide aminé qu'on appelle le tryptophane. Voilà. Et sachez qu'on le trouve dans le fromage, le chocolat noir, les bananes, les œufs, les graines et les légumineuses. Alors, amis du chocolat noir et du fromage, allez-y. Bon. On sait d'ailleurs que le chocolat, on dit même que c'est un aphrodisiaque. Donc, c'est vrai, je suis pas surpris. Vous voyez. Bon, alors, vous avez eu le temps de réfléchir, Samuel. Pourquoi 10 ans après le mariage, on peut comparer une épouse à un aspirateur de mauvaise qualité? Elle est affreuse. Elle est terrible, celle-ci. Je sèche. Oui, j'en sais rien. Parce que l'un comme l'autre font beaucoup de bruit, mais ne sucent plus beaucoup. C'est assez vrai. Ah oui. Bon, je vous dis, aucun homme pourrait se permettre de donner cette devinette à l'antenne. Ah non, ça c'est sûr. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Bonjour David. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez jamais aimé Noël, même quand vous étiez enfant, David? Ouais, c'est encore pire cette année-là. Oui. C'est encore pire cette année. Depuis petit, en fait, j'ai toujours trouvé que Noël, il y avait des gamins qui déjà, bon, ça c'est pour revenir sur Noël, mais je vais faire bref. Noël, il y avait envoyé des gens dans les supermarchés acheter plein de choses, des cadeaux, des trucs inutiles, de la bouffe. Depuis petit, en fait, j'ai jamais été dans la société de consommation et je trouvais ça vraiment déplorable. Et ça me frustrait, quoi. Et je trouvais qu'il y avait alors que c'était censé, vous ressentiez de l'injustice au moment de Noël, c'est ça. Ouais. Mais toujours. De toute façon, j'ai toujours ressenti l'injustice. J'ai toujours été quelqu'un de très à fleur de peau et quelqu'un qui est. Je suis hypersensible, quoi. Je suis un hypersensible. C'est une psy qui m'avait dit ça, qui m'avait dit que j'étais hypersensible. Et là, encore plus cette année. Ma compagne vient de se séparer. Il y a 2 semaines et demie. On a 2 enfants de 17 et 16 ans. Alors, on a tous les 2 des torts, comme dans tout couple, je pense. Mais là, le tort, il vient de moi. Dites-nous en plus. Dites-nous en plus. Ouais, je vais vous en dire plus. J'ai rien à cacher. De toute façon, justement, c'est pour bien dire qu'il faut pas faire ce que j'ai fait, quoi. Voilà, moi, j'ai jamais trompé ma femme en 25 ans. J'ai toujours été fidèle, toujours. Oui. Toujours, j'aime ma femme, quoi. C'est même pas ma femme, c'est ma compagne. J'ai toujours été fidèle. J'ai fait le ménage, la vaisselle, on appelle ça des hommes déconstruits, mais je déteste ce terme, parce que ça veut rien dire et tout dire. J'étais un homme normal, en fait. Je faisais la vaisselle, le ménage, je rentrais du boulot, je suis chauffeur routier, voilà, on a eu des périodes difficiles, des périodes de plus faciles, j'ai fait des jours en Et du coup, attendez, laissez-moi finir, et du coup, oui, à un moment donné, j'ai été alcoolique parce que j'avais un boulot qui me plaisait pas, j'étais fonctionnaire, j'étais en fonction publique, ça me plaisait pas, j'étais pris pour un con et j'ai déprimé à fond et j'étais devenu alcoolique. Je suis allé voir une dame qui s'appelle Mme Fernagut, un docteur super bien, et
Et donc, je suis sorti de là, je suis sorti de la dépression, je m'étais mis au bouddhisme. Bien sûr, il y avait les antidépresseurs, les anxiolytiques, etc. Et là, en fait, ça fait 2 semaines et demie. On va voir un psychologue de couple parce que bon, ça allait pas depuis 1 an et demi. Il y avait des hauts et des bas, mais c'était mieux quand même. C'était beaucoup mieux. Et moi, j'étais pas bien. On va voir un psychologue de couple et je lui dis, je me sens pas bien, je me sens pas bien, j'ai envie de partir. Déjà, j'avais pas envie d'être là et ça s'était mal passé. Elle me dit, mais vous êtes en pleine dépression. Et je lui dis, ouais, je me sens pas bien, je sais pas, j'ai mal au ventre, j'ai pas envie d'être là. Elle ouvre la porte, elle me laisse partir en laissant ma femme dans le truc. Je suis rentré à pied, j'ai fait 30 km à pied, j'ai pris des bières dans toutes les épiceries que j'ai pu trouver. J'ai picolé, et je me suis bourré la gueule. Et le soir, j'ai été nul, j'ai tout cassé dans la maison, j'ai cassé la télé, j'ai cassé la pendule, j'étais dans un état éthylique, je pense, j'ai la soupape qui a pété parce qu'en fait, il y a sûrement, oui, mais David, je pense qu'il y a une énorme colère qui est remontée parce que quand elle vous laisse partir, je dis pas que c'est la faute de la psy, mais quand elle vous laisse partir, elle ne vous comprend pas, elle ne vous accueille pas dans quelque chose qui aurait dû être pris en compte, quoi. Et donc vous êtes rentré et avec cette sentiment d'injustice énorme qui vous habite depuis l'enfance, vous vous en êtes pris au mobilier. Vous n'avez pas tapé votre femme. Non. Donc vous en êtes pris. Je lui ai fait peur. Oui, j'ai fait peur bien aux sûr. enfants. Ils ont 16 et 17 ans. Le grand, il veut plus me voir. Le petit, il a dit qu'il comprenait, mais il a 16 ans. Et c'est le seul qui veut me voir encore. Elle veut refaire sa vie, elle dit. Ça fait 25 ans qu'on était ensemble. Franchement, on avait une symbiose. Même la psy de couple a dit, c'est rare de voir des gens avec autant de symbiose. Et là, ça fait 2 fois que ça m'arrive, 2 fois où je picole trop et où ça fait il y a 1 an ça arrivé et là c'est revenu ce voici. Et pour la petite histoire, la psychologue qui m'avait fait énormément de bien, une psychologue qui faisait de l'hypnose. L'hypnose, mais non pas hypnothérapeute, hypnothérapeute. Elle était vraiment bien. Quand j'étais alcoolique, que je suis sorti de dépression, que tout ça, elle m'a vraiment sauvé il y a 3 ou 4 ans de ça, ou 5 ans de ça. Et elle a pris ma femme après, au bout de 3 ans que je suis pas allé la voir. Elle a pris ma femme. Et là, j'ai trouvé ça d'une injustice, mais je me suis dit comment elle a pu faire ça. Normalement on cloisonne, vous avez raison, normalement les choses sont cloisonnées et évidemment que... Voilà, là, il y a une sorte de prise de parti, en fait, dans ce que vous décrivez, comme si elle prenait le parti de votre femme en la recevant. Elle aurait dû respecter un principe d'abstention et un devoir de réserve et ne pas la recevoir. Je suis complètement d'accord avec vous. Parce que là, ça envoie un message, ça vous envoie un message. C'est un peu comme si vous étiez celui qui a tort. Normalement, une thérapeute de couple ou un thérapeute de couple ne fait pas ça. Non, attendez, ça c'est pas le thérapeute de couple, ça c'est le thérapeute que je suis, la Oui, on a compris. Moi j'avais pas compris, vous voyez. C'est encore plus grave alors, c'est encore plus grave. Elle vous avait sauvé. C'est encore plus grave. Elle vous avait sauvé et elle avait pas. Mais bon, en même temps, je crois que là vous êtes mal, David, c'est normal. Je crois qu'il faut pas non plus tomber dans la culpabilité qui va pas vous aider à vous avez craqué et puis c'est tout, ça arrive à tout le monde, personne n'est parfait. Vous êtes certainement avec une injustice qui remonte à votre enfance, cette fameuse blessure d'injustice dont je parle parfois quand on parle des blessures d'enfance, et c'est ça qu'il va falloir aller travailler une bonne fois pour toutes parce que vous l'avez pas suffisamment travaillé, je pense, avec cette thérapeute qui maintenant prend votre femme en thérapie. Et en plus, je suis allé en voir d'autres thérapeutes. Mais vous savez comment c'est dur de trouver un thérapeute? Je sais. C'est dur de trouver un thérapeute qui soit convenable aussi. Bien sûr, c'est pas facile. Qui vous comprend et avec qui vous avez une affinité. Avec elle, c'est passé de suite. C'est une super thérapeute, mais depuis... Je lui en veux, mais c'est énorme. Et j'ai beau en parler à ma femme, je lui ai dit, mais vous avez, je vous dis, quand elle est allée la voir, je lui ai dit, arrête d'aller la voir, ça va faire sauter notre couple. Et c'est ce qui est arrivé. Oui, vous êtes senti trahi. Vous êtes senti trahi. Ouais, c'est ça. Ouais.
Et du coup, là, depuis 2 semaines et demie, je pense au suicide. J'appelle le 3919, là, le truc info suicide. Les flics sont venus chez moi. Je pense qu'à me foutre en l'air. Mon patron, ils ont appelé mon patron hier. Surtout que si vous êtes, il faut pas conduire. Il faut pas conduire avec de l'alcool en plus. Non, mais je conduis pas avec de l'alcool. Non, je bois que le soir. Bon. Là, en tout cas, là, vous avez été effectivement trahi, comme le dit Brigitte. C'est très très dur. Moi, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'un médecin psychiatre pour pouvoir voir ce qu'il peut vous prescrire aussi pour apaiser un petit peu ce grand feu que vous nous décrivez et qui semble vous brûler votre existence. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais c'est ce qu'il faut faire. Là, il faut vous rapprocher d'un médecin et pas d'un psychothérapeute ou que sais-je. Il faut un médecin qui puisse entendre ce danger avec cet appel au secours qui est le vôtre, ces idées suicidaires. Là, il faut tout de suite éteindre ce grand feu d'urgence et pour ça, il faut passer peut-être par des médicaments qui vont faire baisser un petit peu cette immense pression volcanique que vous décrivez. Parce que là, vous êtes en trop grande souffrance, David. Ça fait mal au cœur quand on vous écoute. J'en prends des médicaments. Mais j'ai vraiment été con. C'est moi qui ai fait le con. J'ai fait peur à ma femme, j'ai fait peur à mes enfants. Mais écoutez, David, on refait pas. David, on refait pas l'histoire. Vous avez été submergé par des émotions que vous n'avez pas su gérer et vous avez pété un câble, comme on dit. Voilà. Et puis si demain vous avez vos freins de camion qui pètent, vous rentrerez dans le mur. C'est ce que vous avez fait. Vous êtes rentré dans le mur. Bon, maintenant il faut réparer le mur. Et puis ça, c'est d'abord en vous réparant en prenant les médicaments qu'il faut. Et puis il faut aller travailler. Moi, je pense à quelqu'un comme Ariane Calvo qui travaille sur les blessures. Il faut travailler cette blessure d'injustice et de trahison parce que c'est de là que tout vient. C'est de votre enfance que ça vient. Et ça n'a pas été suffisamment élaboré. Écrivez peut-être, écrivez à votre enfant intérieur. Essayez de faire des choses qui vont vous mettre un tout petit peu en paix. Mais vous culpabilisez. Vous dire que vous avez été un con, etc., ça va vous servir à rien et ça va vous faire du mal. Donc, moi je vous pardonne parce que vous avez des excuses, mais maintenant c'est à vous de vous pardonner. Et votre femme, ça, ce sera une autre histoire. Et tant que vous pardonnez pas, elle pourra pas vous pardonner. Oui. Et vous savez, moi, je reçois beaucoup d'hommes qui ont des parcours. Je pense à un patient d'ailleurs que j'ai reçu ce matin et que je salue parce que je sais qu'il nous écoute, qui est dans une trajectoire similaire avec beaucoup de regrets, avec des bêtises dans la conjugalité, mais on s'en sort, on retrouve une vie, on existe. Et puis en plus, les gens sont vivants, vous êtes vivants, vos enfants sont vivants, votre ex-compagne est vivante. Les choses peuvent être réinventées, repensées, mais ne vous laissez pas engloutir par cette vague de mélancolie. On fait tous des bêtises, David, Brigitte, moi, tout le monde fait des bêtises, mais l'idée c'est effectivement de pouvoir renaître à ces bêtises et savoir ce qu'elles ont à nous enseigner pour avoir une vie qui nous ressemble un petit peu plus. Voilà. Bon courage, David. Ouais, vraiment on est avec vous, David, sincèrement. On vous embrasse. On fait une petite pause et c'est Laurence qui sera avec nous dans un instant, qui a, je crois, un syndrome de Benson. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais vous savez peut-être, ou en tout cas elle nous expliquera. Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Samuel Doc, vous vouliez évoquer cette période de l'année particulièrement déprimante, dépressive, bref, mélancolique même, pour utiliser les différents mots que vous avez expliqués tout à l'heure. Laurence est avec nous. Merci de prendre la parole, Laurence. Alors, vous allez nous dire ce que c'est que le syndrome de Benson, parce que je ne sais pas, et donc je pense que pas mal de gens ne savent pas non plus. Oui, je sais sûrement, mais le syndrome de Benson, c'est une maladie qui fait que les gens, ça va marcher avec les problèmes de. Allez-y. Alors, on vient de me glisser une information. Merci Marie, ma réalisatrice a suivi. Alors, en fait, ça vient avant la maladie d'Alzheimer, hein, c'est ça? Très bien, c'est ça, voilà. D'accord. Ah. Oui. Donc, en effet, c'est pas n'importe quoi et il y a de quoi déprimer. C'est pas tellement cette maladie qui me fait vraiment déprimer parce que je m'en sors plutôt bien. Oui. Mais ce qui est plus difficile, c'est de voir que vous avez vraiment peu d'amis. Les gens qui étaient les amis avant, souvent. Vous avez l'impression qu'on s'éloigne de vous depuis ?
c'est ça? Oui. Vous avez quel âge, Laurence? Même les téléphones, quoi. Donc, faire un groupe de téléphone, moi, je pense que c'est assez simple. Hein. Mais, non. Donc, voilà. Donc, ce qui m'embête, en fait, c'est ce côté d'être beaucoup trop seule. Pourtant, j'ai des gens autour de moi. Et vous avez de la famille? J'ai de la famille, oui, en Auvergne, mais qui est très occupée parce que ce sont tous des médecins. Et donc là aussi, vous vous sentez... On se voit pas. On va se voir pour Noël, là. Et vous êtes contente? De quoi? D'aller pour Noël? Oui. Oui, plutôt, mais je sais que je vais encore rencontrer... Genre 50 bébés. Des bébés? Des bébés, oui. Des enfants, enfin tous mes cousins. Oui, d'accord. Tous mes cousins, cousines, hop. Et vous avez hop, un bébé. Vous avez pas d'enfants, vous, Laurence? D'accord. Donc ça active quelque chose, peut-être que vous regrettez? Pas vraiment. C'est une question que je me suis posée. Et en fait, je ne voulais pas d'enfants, vraiment pas d'enfants. Et maintenant, je me dis, mais sans regret, il n'y a pas de regret à cet âge-là. Je me dis que s'il y a une possibilité, on n'en sait rien, d'avoir une deuxième chance, j'essaierai avec les enfants. Mais ça, il faudra arriver à dépasser cette pensée, parce que c'est une pensée qui ne peut que vous faire du tort. Il faut pas cultiver un regret quand on vieillit, parce que ça nous donne l'impression qu'on a peut-être raté quelque chose, et c'est pas une bonne idée. Vous aviez pas envie d'enfants, et vous n'auriez pas eu la vie que vous avez eue si vous aviez eu des enfants. Donc, il faut pas regretter. Oui, c'est vrai. Vous voyez? Oui. Ça, ce qui est fait est fait. Alors après, c'est la question aussi des rencontres amoureuses. Alors là. Alors là. Dites-nous. J'en ai eu des rencontres amoureuses extraordinaires. Ce qui a été moins extraordinaire, c'est que mon compagnon est mort. Oui. Donc voilà. Et depuis, j'ai rencontré très peu d'hommes. C'est difficile. Et d'ailleurs, là où je suis, vu que je suis dans un endroit où c'est complètement féminin, pour les hommes, c'est pas évident. Il faut aimer les femmes maintenant. J'adore les hommes. Mais oui, mais bon, il faut aimer les femmes maintenant, Laurence. Non. Non, je plaisante. Je plaisante. Oh, en tout cas, ça suscite un grand rire. Oui. Oui. Non, vous avez raison. Mais j'ai essayé les femmes. Alors, tout va bien. Moi, j'ai l'impression, non, Laurence, j'ai quand même l'impression que vous avez eu une vie hyper riche sur le plan affectif et sexuel. Peut-être que ce serait le moment de... Non. Non, affectif et sexuel, zéro. Vous me dites que vous avez rencontré plein d'hommes. Oui, c'est ce que vous venez de dire. Un homme. Et j'en ai plus. D'accord, vous n'en avez rencontré qu'un, mais ça a été une très belle histoire. Mais ça a été une très belle histoire. Oui, ça a été une très belle histoire. Oui, bon. Donc ça c'est quelque chose que vous gardez. Oui, on a fait à peu près le tour du monde. Pas tout à fait, mais presque. Ça a duré combien de temps, et ça fait combien de temps qu'il est décédé? Ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps. Vous savez pas combien de temps ça fait qu'il est mort? Non, ça je suis très mauvaise avec les dates. Ça doit faire 30 ans. Oui, oh là là, vous avez eu l'occasion de rencontrer plein d'autres personnes entre-temps, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, vous aviez pas envie? Si. Alors quoi? Mais justement, attendez, je vous le dis, là où je suis, il n'y a
que des femmes qui font à manger et Et je vous assure que pour rencontrer des choses agréables avec des hommes, c'est au secours. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire des choses agréables ? Eh bien, de pouvoir avoir un homme et pouvoir coucher avec, voilà, c'est ça. Avec lui, voilà, oui. N'ayons pas peur des mots, des pénis. Se faire des choses agréables. Ben ouais. Mais j'adore ça et j'adorerais ça. Mais voyez, moi, ce que j'entends quand tout d'un coup avec Samuel vous parlez de sexe, hein, je sens que votre voix est un peu plus joyeuse. Alors peut-être qu'il faut, je dis n'importe quoi, c'est vous qui choisirez, mais peut-être qu'il faut écouter de l'audio un peu érotique, lire des choses qui vous stimulent un peu, qui vous titillent un peu votre libido. Ah, mais c'est bien. Mais où est-ce qu'on trouve de l'audio érotique ? Alors, vous allez, si vous tapez sur Google. Audio érotique, vous allez trouver tout de suite des choses qui vont vous permettre justement, voilà, ou même ou même parce que je crois que là vous avez besoin d'être un petit peu stimulé de ce côté-là, parce qu'on sent que ça vous redonne envie de sourire, envie de rire, donc allez-y. Oui. Absolument, et je suis d'autant plus d'accord avec Brigitte que souvent on parle quand même de sextoys, de choses comme ça. Vous avez aussi la possibilité, je suis content de l'entendre, vous avez la possibilité d'investir votre propre corps et d'y trouver du plaisir. Oui, mais je peux pas en faire grand-chose. Ah, pourquoi ? Parce que à part faire les petites choses, mais je suis toujours pas avec un homme. Ah donc oui, c'est sûr que oui. Ah bah oui, mais bien sûr que ça vous permettra quand même de vous faire du bien et de vous sentir mieux de toute façon. Et donc il faut pas hésiter. Et justement, Laurence, rien que pour vous, dans un instant, je propose un sexo-conseil où je vais parler des jouets intimes. Donc ça va être juste pour vous, Laurence. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci beaucoup Laurence pour votre belle humeur. Et absolument. On fait une petite pause, on retrouve le sexo conseil du jour justement, et on aura Hervé également qui veut réagir au témoignage de Raphaël dans un instant. Kid Radio, le sexo conseil. Eh bien, c'est un sexo-conseil pour Laurence. On va parler des jouets intimes un peu plus soft. Samuel Doc, c'est vrai que parfois on a un peu du mal à introduire un jouet dans son couple, alors qu'on est entouré d'objets qui peuvent servir et qui peuvent agrémenter nos nuits coquines sans pour autant choquer le ou la partenaire. Alors, j'aime bien déjà l'idée des foulards ou des cravates, parce qu'on fait plein de choses avec un foulard ou une cravate. On peut nouer les mains, on peut faire une fellation avec un foulard, c'est avec une cravate c'est un peu plus difficile. On peut bander les yeux avec une cravate aussi, c'est un peu plus difficile, mais on peut légèrement taper aussi avec ce genre d'objet. Enfin bref, on peut vraiment faire plein de choses. Et j'aime bien aussi l'idée des gants. Quand vous touchez, imaginez que vous faites l'amour avec votre partenaire et vous avez des gants, alors des gants de dentelle ou pourquoi pas même des gants de jardinage. C'est des sensations qui sont totalement différentes pour la personne que vous allez toucher. Alors parfois ça peut être un peu rude, ça peut être un peu bizarre, mais ça procure des sensations différentes. Et dès qu'on dit nouveauté dans la sexualité, ben ça réexcite, ça réenclenche quelque chose. Et puis alors il y a des tas d'objets, je sais pas moi, il y a une règle, un ustensile de cuisine dans la cuisine. Il y a énormément d'objets qui peuvent servir pour s'amuser dans sa sexualité. Et puis alors le summum, c'est évidemment la brosse à dents électrique, hein, qui est quand même un objet particulièrement agréable pour le clitoris. C'est pratiquement, on pourrait dire, un jouet intime. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui s'en sont servis comme tel. Hein. Non, je savais pas. Vous me l'apprenez. Je vous l'apprends. Après, on peut aussi utiliser le gant de crin. Enfin bon, bref, j'ai pas fait une liste totale de tout ce qu'on peut utiliser, mais regardez autour de vous.
et vous verrez qu'il y a énormément d'objets qui peuvent agrémenter vos nuits coquines. Ah, absolument d'accord. Et alors, vous connaissez mon Instagram, c'est pas à moi que vous allez apprendre l'intérêt d'un gant en latex. Bon, alors, peut-être pas des gants en jardinage, mais c'est vrai, ça augmente la proprioception, bien sûr, donc l'intensité de la caresse sur le corps, il y a quelque chose d'extrêmement intense. Mais j'adore cette idée que vous ouvrez de réfléchir à réinventer nos objets du quotidien et à y lire quelque chose d'érotique pour justement les utiliser différemment, pour justement réinventer ce panorama de la vie ordinaire et d'y injecter quelque chose du fantasmatique. Je trouve que c'est vraiment un sexo-conseil intéressant. Ça va amener peut-être nos auditeurs à développer une imagination autour de tous les objets. Quitte à ne pas les utiliser. Je savais pas, j'y aurais jamais pensé par exemple. Donc je trouve ça assez piquant et j'aime beaucoup. Et puis peut-être que l'un d'entre vous repartira avec ce pack de 3 jouets accessoires Lelo. Vous avez encore quelques minutes pour pouvoir vous inscrire et peut-être être tiré au sort. Donc c'est des accessoires Lelo que vous pouvez gagner donc en envoyant sapin par SMS au 7 20 18. Hervé, vous réagissez au témoignage de Raphaël qu'on a eu avant les infos de 15h et qui rêve de connaître autre chose que les fêtes de fin d'année en famille. C'est un peu votre cas aussi, Hervé, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Ah, bonjour Hervé. Mais oui, c'est vrai que chaque année, j'ai divorcé en 2008 avec mon ex-femme, c'était la même chose, tout le temps dans sa famille. Tout le temps les mêmes choses et jamais moi ce que j'avais envie de faire. J'ai divorcé, j'ai refait ma vie avec une femme que je suis depuis 15 ans et rebelote 10 de d'air. Chaque année c'est la même chose, c'est dans la famille. Voilà. Moi je fais des propositions et jamais elle veut, c'est tout le temps à contresens. Il y a des choses qui sont vraiment pesantes. Voilà, on partage de moins en moins de choses. Je commence à me mettre de plus en plus à l'écart. Je suis passionné de rugby. Tous les dimanches, je m'en vais. Je sens que mon couple est en train de partir un peu en cacahuète. C'est une femme qui se permet de me dire que si j'ai envie de trouver une affolée du cul, eh bien, j'ai qu'à me trouver une pouffiate. Voilà comment elle me parle. Oh là là, elle mélange un peu tout, non? Elle mélange tout. Alors voilà, quand on parle comme ça à son compagnon au bout de 15 ans, c'est pas très non. rigolo. Non. Tout à l'heure, je rejoins le monsieur au niveau de la mélancolie. La mélancolie, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'enfance. Moi, je suis dans la preuve vivante. J'ai passé beaucoup de temps avec ma maman et puis voilà quoi. Hein. Ah oui, mais c'est très fort Hervé ce que vous dites et merci beaucoup pour votre témoignage parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les fêtes de fin d'année, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la contrainte et à partir du moment, Hervé, retenez-le, à partir du moment où on se rend compte que les contraintes ce sont des choses extérieures, artificielles, auxquelles on devrait ne pas être obligé de se soumettre, on devrait décider pour nous où est notre désir. On est libre. Ah moi vraiment je vous assure et je ne triche pas en vous disant ça. Moi cette année j'envoie tout valdinguer. Je vous fais une anecdote personnelle et je vais en Islande pour Noël. J'envoie tout valdinguer, les trucs, les fados, les familles. Stop. Là j'ai besoin de m'écouter moi-même et je vous invite à vous écouter vous-même parce que là vous en avez gros sur le haricot quand je vous écoute. Là vous en avez marre. Vous en avez marre. Excusez-moi de vous couper mais mon souhait le plus cher à l'heure actuelle, c'est que je suis en vacances à partir du 17 décembre, c'est carrément de prendre ma voiture, de monter en Bretagne, j'ai un peu de famille là-haut, mais vraiment aller me lâcher au bord de la mer. Voilà. Bon. Alors Hervé, vous avez jusqu'à présent été un gentil. C'est bien. Je suis un vrai gentil, oui. Mais c'est bien d'être gentil, mais gentil ne veut pas dire trop gentil, con. Hein. Alors, il est peut-être temps, en effet, de prendre cette décision. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Parce que qu'est-ce que vous risquez ? Vous risquez que votre femme soit fâchée, mais visiblement, vu comment elle vous parle, ça va la ramener un petit peu face à elle-même. Parce que là, quand on parle comme ça à son partenaire, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui va pas bien et elle est en train de vous déverser son mal-être sur vous. Alors peut-être que si elle se retrouve seule, en famille, sans vous, elle va peut-être se rendre compte que vous êtes un gentil et qu'il faut peut-être arrêter de vous maltraiter. Oh. Ah oui, c'est très belle analyse. Belle analyse. Très bonne analyse, oui. Mais c'est vrai que des fois, il faut mettre les gens au pied du mur et. Mais oui, parce que il va y avoir son fils qui va descendre pendant 5 jours. Ah, le petit Dieu va arriver. En plus, il y a un petit bébé qui a 7 mois.
Ça encore dans l'histoire, ça me gêne pas trop, mais c'est les paroles blessantes qu'on me balance, parce que il n'y a pas que ma compagne, hein, c'est un peu toute la famille qui commence à me balancer des pics, et c'est vraiment pénible, quoi. Ben parce que vous avez été trop bon, et vous avez et en face de vous, vous avez des gens qui vont pas bien, qui ont besoin de se retrouver en famille pour se sentir bien ensemble, et critiquer celui qui ne fait pas partie de la famille. Comme ça, vous êtes un peu le bouc émissaire de leur mal-être. Vous voyez ? Tout à fait. Vous êtes le punching ball sur lequel on va déverser ce qui va pas bien, et puis qui va permettre à la famille de croire que tout va bien entre eux. Mais à mon avis, votre femme, on va parler vrai, hein. À mon avis, votre femme, elle est la première à critiquer ses parents, ses frères et sœurs, quand ils sont pas là. Ah, mais tout à fait. Mais ben voilà. Donc j'ai tout compris. Donc vous voyez, c'est une famille qui va pas bien, et vous êtes obligé d'être là pour être le lien qui fait que la famille a l'air d'aller bien. Ah mais non, mais tout à fait, mais moi ça fait 15 ans, 3 ans que je subis tout ça, et je suis un bon garçon, j'ai toujours aimé les fêtes, hein, mais là, cette année, franchement, excusez-moi d'être vulgaire, mais j'en ai rien à cirer. Oui. J'ai 2 fils, un de 27 ans et un de 24 ans que j'aime énormément, mais eux par contre seront gâtés comme chaque année, mais après le reste, j'en ai rien à scanter. Hervé, vous savez, ce qui me frappe quand je vous écoute, c'est que j'ai l'impression que vous n'êtes plus le héros de votre propre existence. Exactement. On m'a bouffé ma personnalité. On vous a chassé du théâtre de votre vie. Vous n'êtes plus sur la scène, vous êtes un fantôme qui hantait les vestiges de votre récit passé. Il faut reprendre le contrôle, là, Hervé, ça va pas. Vous méritez mieux, Brigitte, vous essayez de vous le signifier. Laissez entrer la joie. Là, vous en avez trop sur le cœur, c'est triste de vous entendre. Avant de vous appeler, j'ai appelé ma maman qui a 80 ans. Oui. Et elle me dit, il est temps que tu passes fortement à toi, parce que t'as peur de partir en cacahuète, elle m'a dit. Mais oui, Hervé, on l'entend quand vous parlez, c'est plus possible, c'est pour ça que vous êtes à bout. Ça fait 15 jours que je prends une demi-Lexomil tous les jours, c'est pas une solution, certes, mais bon. Si, pour l'instant, ça, c'est une solution qui est provisoire et qui va vous calmer. Non, mais, vous voyez, Hervé, vous êtes un homme déconstruit. Il est temps de vous reconstruire. Un homme en miettes. Oui. Et vous savez, Hervé, et ça c'est important aussi, c'est que la colère, c'est une émotion qui nous sert à fixer des limites aux autres aussi. C'est une émotion qui a son utilité. Hein. On ne cherche pas à l'éliminer. Il faut entendre ce que vous dit votre propre colère de votre vie. Là, elle vous dit, Hervé, prends soin de toi. Hervé, remets-toi un petit peu sur la scène de ta propre vie. Hervé, va en Bretagne. Voilà. Ah oui, non, mais tout à fait, oui. Bon, en tout cas, si vous voulez qu'on vous fasse une permission pour aller en Bretagne, Hervé, hein, vous nous laissez votre adresse, je vous envoie votre permission pour aller en Bretagne cette année, hein. J'irai manger des huîtres à Cancale, là. Ah, j'adore Cancale, Hervé, en plus. J'adore Cancale. J'ai une amie Sandrine, coucou, je te fais coucou si tu nous écoutes. J'adore Cancale, vous y serez très bien. Bon, mais cela dit sérieusement, Hervé, ça vous a fait du bien de nous parler. Maintenant, allez jusqu'au bout, c'est-à-dire allez vraiment en Bretagne. Quand on raccroche, ne changez pas d'avis. Vous en avez besoin, ça va vous faire du bien et ça peut sauver votre couple, parce que tout d'un coup, elle va prendre conscience qu'elle va trop loin. Ah non, mais c'est sûr. Hein, donc faites attention, parce que je sais qu'on peut avoir un moment de colère, on dit on va le faire, et puis après on n'ose pas, on se sent... Non, vous avez le droit de vous faire du bien, et c'est même important. Ok. Et de dire les choses en douceur, hein, ne vous énervez pas forcément, ça ne servira à rien. Calmez-vous. Oui, mais calmez-vous. Voilà. Non, mais avec elle, vous serez pas violent, je pense pas. Ça, c'est pas votre. Non, pas du tout. C'est pas votre nature. Non, il faut pas, Hervé. Non, je l'entends bien. Mais par contre, tenez bon, faites-le. Dites-lui gentiment. Et puis peut-être, enfin ça c'est vous qui la connaissez. Peut-être que c'est pas la peine non plus spécialement de lui dire trop en avance. Vous lui dites le 16 au soir quand vous partez le 17. Ah ben oui, tout à fait, oui. C'est pas la peine de mettre de la tension pendant quelques jours, parce que là on est. Oui, mais ça va jeter un grand froid au niveau de la famille, ça c'est sûr. Hein. Oui, mais c'est pour ça, protégez-vous. Vous lui annoncez, ou vous lui annoncez le 17 au matin, qu'importe, mais c'est pas la peine de lui annoncer trop longtemps à l'avance, parce que ça va mettre beaucoup de tension et de colère de sa part, et vous n'avez pas besoin de subir ça. Vous êtes. Non, c'est beau. Donc protégez-vous. Bon, D'accord. Merci beaucoup de votre gentillesse à tous les deux. Merci pour votre belle énergie, Hervé. Merci, ça fait plaisir.
On fait une petite pause et on va conclure dans un instant avec Karine qu'on va retrouver et qui va, par contre, elle nous parler de l'effet bienfaisant du sexe pendant cette période difficile. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Samuel Doc. Je rappelle que vous êtes docteur en psychopathologie et que vous travaillez beaucoup avec les personnes qui sont justement en dépression, anxieuses, etc. Et on peut vous consulter. Il faut aller sur votre site. On l'a dit déjà tout à l'heure et c'est important de le rappeler. Et je rappelle aussi votre livre L'enfant thérapeute aux éditions Plomb où vous racontez cette enfance désastreuse que vous avez eue et vous êtes la preuve qu'on peut aller mieux, mais ça demande un vrai travail. On n'y échappe pas. Il faut se reconstruire et ça prend évidemment du temps. Oui, tout à fait. Je suis content que vous le disiez puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance dans le soin psychique, c'est plutôt des solutions un peu conseils qui vont vite et qui, quelque part, sont des sparadraps qu'on dépose sur des blessures béantes. Moi, ça a été très long, cette reconstruction de tout mon être, de toute mon identité pour pouvoir me rencontrer aussi l'enfance meurtrie de ma mère. Et oui, ça prend du temps, mais on est tellement libre quand on va au bout de ce travail. Oui, tellement libre. Oui, et puis c'est c'est un chemin de vie qui est riche, même si c'est long. On a quelle est la plus belle aventure, si ce n'est cette rencontre avec soi-même. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé sur moi, et c'est la plus belle aventure de la vie, il me semble-t-il. Absolument. Et on l'a bien vu avec le témoignage de David qu'on a eu tout de suite après les infos de 15h, quand le travail n'a pas été fait en profondeur. Il y a des rechutes qui peuvent être très violentes, et c'est ça qu'il faut aussi comprendre quand on tout d'un coup on pète un câble. Comme on dit, c'est parce que justement il y a quelque chose qui n'a pas encore été suffisamment compris et travaillé. Oui. Alors on a tiens, je vais le donner le nom de notre gagnant, c'est Pierre Alain qui va repartir avec ses accessoires Lelo et il habite près de Marseille voilà. Donc c'est lui notre gagnant du jour. Et on conclut avec vous Karine. Bonjour. Bonjour Karine. Bon. Non, on va pas conclure avec Karine, si? Vous êtes là Karine? Non, en attendant, on peut peut-être redire un petit peu ce qu'on a dit le temps que la connexion se fasse. Oui, bien sûr. Et redire un peu parce que je trouve qu'on a eu une émission incroyable aujourd'hui. Intéressante. Ah là voilà. Intéressante, oui. Allez-y, Samuel. Karine. Oui, donc, bonjour Karine. Oui, parce que c'est des âmes qui parlent, c'est important de pouvoir extérioriser son mal-être. Moi, j'ai réglé ça parce que Brigitte, vous le savez, je n'avais pas eu une sorte de burning off, j'ai eu un stop global. Donc depuis ça, j'ai décidé de prendre la tête. Donc déjà, nous n'étions plus Noël, parce que déjà, par rapport à la religion, on est chrétiens, nous on ne fête pas Noël. Donc déjà, on n'a pas de problème avec ça pour se partager la famille. Et le premier, on fait en fonction de ce qu'on peut faire avec les amis ou l'entourage. Et chaque année, c'est différent, donc c'est bien, c'est pas monotone. Et puis, quant à notre couple, vu qu'on a vécu pas mal d'épreuves, ça nous a resserré. En fait, quand on est en hiver, on a tendance à se blottir l'un contre l'autre pour se tenir au chaud. Et comment dire c'est bien. On se fait des petits rendez-vous au lit. On dit burn-out, on dit pas burning off. Je sais pas, vous êtes trompé. Vous voulez. En fait, si vous voulez, du jour au lendemain, non, c'est pas comme je veux, c'est l'expression. Dans mon lit. Oui. Donc mon corps m'a dit stop. Oui. Donc à partir de là, il a fallu que je fasse du ménage dans ma tête, de me dire que je pouvais pas tout gérer, que je pouvais pas tout faire. Alors justement, c'est intéressant. Je profite, Karine, de la présence de Samuel Doc. Oui. Finalement, quelle est la différence entre un burn-out et une dépression? Le burn-out, c'est vraiment un épuisement professionnel et ça résulte lorsqu'on a vraiment user toutes ces ressources cognitives, mémoire, attention, langage, et qu'en fait on n'arrive plus à produire cet effort qui nous permet en réalité de travailler, mais tout simplement de porter notre propre élan. Tandis que dans la dépression, il y a une humeur dépressive, c'est-à-dire une sorte de tristesse sourde, de pessimisme, des idées extrêmement noires, du goût de rien, voilà, et une perte de l'élan vital, c'est-à-dire que l'organisme ralentit, qu'on développe tout un cortège de symptômes psychosomatiques. Voilà, c'est ce double mouvement. En gros, pour résumer, le burn-out, c'est vraiment un épuisement, tandis que dans la dépression, il y a un abattement. Je me permets de faire cette différence peut-être un petit peu ramassée, on va dire, mais voilà, c'est ce qui se joue entre les deux. Ouais, c'est deux choses très différentes. Mais qui se ressemblent. C'est ça, alors on a tendance à resserrer un peu le cercle
en se disant que bon, on peut pas tout gérer, que si ça se fait pas, c'est pas grave, on va pas se prendre la tête. Moi, je dis que voilà, quand ça se fait pas, ça va se faire. Bah, déjà d'avoir cette capacité à dire ça, c'est qu'on va déjà mieux. On est obligé à un moment donné, on peut pas tout contrôler, on peut pas tout gérer. Donc on se fait du mal pour rien, donc on me dit que voilà. Donc nous, en fait, comme je vous ai dit, on fait pas Noël et tout ça, ça veut dire qu'on reste seul. Hein. Là, on va dans la famille de mon mari au ski, donc ça va, on va y aller à la montagne. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On fait pas. Oui. Vous savez, la luge avec le petit oreiller dedans. Bon, ça veut dire quoi? On fête pas Noël? Parce que si vous allez en famille, peut-être que c'est votre manière de fêter Noël. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On fête pas Noël? En fait, si vous voulez, nous, comment dire ça? Nous, on fait pas le sapin de Noël, on fait pas la bûche, tout ça. On fait un repas de famille. Ah oui, mais donc vous faites quand même quelque chose. On fait des cadeaux qu'aux enfants, mais si vous voulez, on fête pas Noël dans le sens où on va pas à l'église, à la messe de donc vous fêtez quand même, oui, il y a plus grand monde qui y va, voilà. Mais quand même, vous faites quand même quelque chose. Vous parlez de retrouvailles, vous parlez, voilà, donc vous fêtez quand même Noël, mais à votre manière, c'est ça, une sorte de Noël laïque, même si vous n'êtes pas laïque. C'est ça, voilà. Exactement. Bon. Mais on n'est pas obligé, encore une fois. Oui, bien sûr, mais Karine, encore une fois, on n'est pas obligé de fêter Noël. Enfin, je veux dire, on peut très bien. Enfin, chaque année, il y a des gens le 24 au soir qui vont rester seuls et qui, pour finalement, certains s'en sentiront très bien. Il y en a qui vont en souffrir, mais il y en a qui vont s'en sentir très bien parce qu'ils n'ont pas. Voilà, c'est pas non plus une obligation de fêter Noël. Enfin, je veux dire, il faut aussi que chacun. On passe tout le moment avec les personnes. Là, on va dans la famille de mon mari, des petits-enfants. Bon, bah, on va jouer le jeu, mais je veux dire, on le fait pas nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que dans la famille, on n'est pas... par exemple, chez mes parents, avec ma sœur et tout ça, eux, ils se rassemblent, ils font leur repas chaque année ensemble. C'est pas grave. Nous, on fait d'autres moments avec eux. Au mois de janvier, février, on se voit. Parce que déjà, on n'a plus d'enfants en bas âge. Donc, on va pas se prendre la tête. On laisse la priorité à ceux qui ont des enfants, etc. Et puis, depuis qu'on fait ça, on s'en porte pas plus mal. On n'est pas plus malheureux. On se rattache pas au fait de dire on n'est pas en famille, oh là là, on va déprimer, personne veut nous voir, on va se rester tout seul. Oh mais non, on a sauté cette étape-là, c'est mort. Donc on préfère. L'année dernière, mon mari, je crois qu'il était à Paris, moi je travaillais. Bon c'est pas grave, les choses ont fait que c'était. Je voulais la fêter en famille, parce que ça s'est trouvé comme ça m'est revenu des îles, donc ça s'est fait sans moi. Mais c'est pas grave. Je n'ai pas plus mal vécu que ça. Et puis, cette année, on va en famille. Et puis, sinon, oui, je vous disais que, bon, comme on a vécu pas mal de trucs, ça fait 14 ans qu'on est ensemble et j'ai vécu pas mal de choses, on s'est très rapprochés suite aux événements. Du coup, là, comme il fait hiver et tout, que ça commence, on se réchauffe l'un et l'autre. D'accord? On fait des petits apéros dînatoires. On se termine au lit, on perd du temps. Et on essaye de se réchauffer tous les deux. Ce qui veut dire que les moments... donc on est bien. Bon, ce qui veut dire que les moments difficiles que vous avez traversés vous ont rapprochés. Donc c'est un couple qui va bien. C'est ça aussi, parce que dans le couple, forcément, il y a des moments plus difficiles. Et si on arrive à... Il y a des choses qu'on peut pas faire vraiment, et puis il y en a d'autres que on encaisse, et puis on fait avec. Et puis on se dit que si on est là, c'est que voilà, on a surmonté. Et puis on essaye d'avancer sans regarder derrière, parce que sinon on s'en sort plus, quoi. On remâche les choses, et moi je suis mariée trois fois, c'est mon 3e mariage. Celui-là, c'est le bon. Donc les autres, je garde de très bons contacts, parce que je suis quelqu'un de très positif, de nature. Et voilà, quoi. Je m'impose rien. J'ai l'impression quand même, quand on vous écoute, Karine, que vous n'êtes pas du genre à vous prendre trop la tête, Non, je me le prenais avant, Brigitte. Ah, c'est bien. Je me le prenais avant, parce que j'avais une famille assez carrée, assez, voilà. Dans l'expérience de la vie, au bout d'un moment, stop. Oh. Arrêtons, nous, comme le monsieur, là, il s'oblige à aller en famille. Faut pas faire la guerre à sa compagne. On se dit, écoute, cette année, franchement, j'ai pas envie de faire l'effort, j'ai envie de faire autre chose. Oui, mais ça, c'est votre façon de voir les choses et tout le monde ne réagit pas comme vous. C'est de l'orgueil. Bon. On est en fin d'émission, Karine. Je vais être obligée de vous quitter. Voilà. Merci en tout cas de votre témoignage. Au moins, on aura terminé avec quelqu'un qui, a priori, ne se prend pas la tête. Mais c'est facile à dire. Malheureusement, on a tous notre manière de fonctionner. Et ce qui est important, c'est peut-être comme ça qu'on peut conclure, ce qui est important, c'est de se connaître un peu mieux
Et de connaître ses vrais désirs. Et ces vrais désirs, c'est pas forcément ce qu'on connaît. On a un peu tendance à faire comme il faut, comme on fait, comme la société nous dit de faire. Trouver ses vrais désirs, ça c'est peut-être la plus belle aventure. Ah oui, c'est magnifique, très très belle formule pour clôturer cette émission. J'étais tellement heureux de naviguer avec vous à travers ces ombres de la mélancolie et de pouvoir donner à nos auditeurs des pistes justement pour se connaître mieux et aussi peut-être pour accepter de quitter les ténèbres à un moment donné, les ténèbres de leur vie psychique. Donc voilà, je pense que ce sera notre dernière émission ensemble cette année, Brigitte, je pense, parce qu'au niveau du calendrier, mais quel bonheur de partager tout ça avec vous et de pouvoir aider les autres à vos côtés. Je suis très heureux de vivre ces moments avec vous. En tout cas, merci Samuel Dogue d'avoir donné ces petites notes d'espoir à ceux qui vont pas bien, et on les embrasse, ceux qui vont pas bien, tout particulièrement aujourd'hui. Merci Samuel Dogue. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevan. Demain, nous serons avec Arthur Vernon et on va s'ouvrir à de nouvelles possibilités sexuelles, parce que c'est vrai